Les causeries urbaines dans le poste. Faites comme chez vous, chronique Airbnb au Nouvel Attila. Bonjour Nafissa Thiago. Bonjour. Alors vous êtes là pour un... Alors vous allez me préciser parce que j'ignore si c'est un roman ou un récit. En tout cas c'est un objet littéraire de très très bonne facture parce que vous racontez dans ce livre-là une expérience... en fait il y en a plusieurs. Mais à travers un fil rouge, qui est votre expérience d'avoir loué votre chambre sur cette plateforme qui est Airbnb, vous d'un coup vous reconstituez un petit spectacle de la vie. Mais avant qu'on rentre dans le sujet, qui est assez passionnant, j'ai deux questions à vous poser par rapport à... Et n'y voyez pas un piège parce que elle est vraiment naïve. Pour vous, c'est quoi habiter Paris ? C'est un choix qui n'est plus du tout un privilège aujourd'hui. On est en train de faire de Paris une ville de riches et les gens comme moi, de nature modeste qui y sont nés, sont obligés de trouver des ruses et des plans B pour y rester. Deuxième question, toujours sur le même thème, et après on part du livre pour un vrai général. Et c'est quoi chercher un logement quand on habite Paris ? J'aimerais avoir votre sentiment là-dessus. Un chemin de croix et de bannière, c'est classique, mais c'est vrai. Après, c'est compliqué pour tout le monde. C'est un peu plus pour les gens comme moi qui aiment bien se compliquer la vie aussi. Il y a des solutions simples pour vivre en appartement à Paris. Ça serait de vivre en couple. Par amour et surtout pour partager les factures à deux. Pour moi, vivre en couple, c'est synonyme de, on va pas dire de cauchemar, mais de désordre affectif. Donc, je préférais... j'ai trouvé ça plus simple d'emménager seul, de trouver un appartement seul, quitte à ensuite le partager de temps en temps avec des inconnus. Et donc ça, pour vous, ça a été un chemin de croix. De trouver un appartement et d'y vivre seul. Je dirais techniquement pour louer un appartement. Oui, ça a été compliqué. Avant mes voyages, ça me paraissait plus simple. Pourquoi ? Parce que beaucoup d'annonces étaient, vous rappelez, à l'époque où Internet n'en était qu'un stade embryonnaire, les annonces étaient encore sur les arbres, dans les boulangeries. Moi, j'ai trouvé une annonce d'une studette sur un arbre. C'était d'ailleurs mon premier logement à Paris. Enfin, c'était une studette. En réalité, c'était une chambre de bonne. Et c'était très bien. Aujourd'hui, il faut passer par des agences. Aujourd'hui, c'est un casting. Et si on n'a pas tous les attributs, il faut attendre, il faut être patient. Voilà, j'avais pas envie de vivre à Melun ou à Coulommiers. Donc, j'ai pris un peu sur moi. Et j'ai attendu de trouver ce petit appartement entre le 18e et puis Saint-Ouen. Alors on y vient de ce petit appartement dans le nord-est parisien et ce petit appartement, il va falloir, alimenter un peu son coût. Et donc vous décidez de louer une pièce ou une chambre. J'ai pas tout à fait compris la topographie de l'appartement, mais c'est pas très grave. En tout cas, de cohabiter de façon temporaire et souvent avec des gens qui vont venir de l'extérieur. La décision, avant qu'on rentre dans le détail, parce qu'en plus, on racontera un peu comment l'objet littéraire s'est construit, est-ce que la décision était vraiment purement économique ? Je pense que j'ai jamais vu ça comme un palliatif. D'ailleurs, c'est très vite devenu une occupation-passion. Et puis, ça fait partie de mon monde mental, il faut bien le comprendre aussi. C'est-à-dire ? Airbnb, au tout début, en 2012, appelait ça le tourisme contemporain. Et bon, je dis bien pour reprendre les mots d'Airbnb, parce qu'en réalité, partager sa chambre, ça existe depuis très longtemps. À Cuba, vous louez beaucoup votre chambre chez l'habitant, et c'est écrit sur les fenêtres d'ailleurs. Enfin, quand les maisons sont par exemple au rez-de-chaussée, c'est écrit « à qui est-ce possible de dormir ?» Et sauf qu'Airbnb a organisé tout ça par l'intermédiaire de cette plateforme. Et donc, c'est devenu une structure internationale.
Mais vivre chez l'habitant, ça existe depuis très longtemps. Et pour moi, c'était donc aussi économique, mais il faut bien comprendre qu'au tout début, une chambre privée ne dépassait pas les 20 euros. C'est venu quelques années après, où les prix ont augmenté sans exploser non plus. Hein. Si on se base sur le prix d'une chambre à Paris, par exemple, dans un hôtel, j'entends. Et, et je me souviens qu'Airbnb disait que ça demandait un peu d'organisation, mais qu'on y ferait des belles rencontres et pour moi, c'était déjà très attractif, tout simplement. Et puis, je revenais d'un long voyage qui est en fait beaucoup plus long que ce que j'écris dans le livre. Et bon, il a fallu faire des choix. Et je pense que ça me manquait aussi, tout simplement, de recevoir des inconnus. Et dans une ville que j'aime, dans une ville qui allait être aimée très fort aussi par ces voyageurs. Il faut bien se rappeler que Paris est très 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 fantasmé par tous ces gens. Et tout ça me donnait l'impression d'être dans une bonne dynamique au quotidien. Et petit détail, mais qui est vrai, évidemment, mes premiers voyageurs étaient un couple qui allait se marier. Donc mes premiers voyageurs, c'était une demande en mariage chez moi. Et ça m'a donné une impression d'optimisme parfait. Pour moi, tout allait très bien se passer, puisque tous les gens qui allaient venir ici allaient se demander en mariage. Bon, après, j'ai bien compris que non, qu'il n'y avait pas que des futurs mariés chez moi. Mais je savais que j'allais aimer cette matière, voilà. Alors, vous lancez par rapport à ce que vous venez de nous dire. Et là, on rentre dans le récit ou dans le roman, où tout d'un coup, petit à petit, avec un processus d'ailleurs qu'on retrouve un peu classique, c'est pour ça que c'est très attachant le livre dans la littérature, soit dans le côté un peu Pérec ou l'immeuble Yacoubian. Donc votre chambre, votre petit appartement devient tout d'un coup le spectacle de la vie. Mais une vie pas tout à fait dans le réel, parce qu'effectivement... l'impression que vous donnez en racontant toutes ces histoires, et on va en s'arrêter sur quelques-unes, c'est qu'à un moment donné, donc des gens arrivent de l'extérieur, vous venez de le dire, fantasme Paris, et tout d'un coup s'installe une sorte de mode de vie auquel, en fin de compte, ce qui est passionnant dans le livre, auquel on a du mal à s'imaginer une cohabitation plus ou moins temporaire. Vous venez de dire qu'effectivement, potentiellement, ça vous manquait, mais quand tout d'un coup, vous vous êtes confronté à cette diversité de comportements, auxquels même quand on relit le livre, auxquels vous n'imaginiez même pas, comment on fait pour absorber ça au quotidien ? Tout bêtement, Xavier, on apprend. On apprend et puis on continue. C'est-à-dire on apprend en faisant. C'est-à-dire que chaque jour, vous vous dites c'est un autre jour. Oui, c'est ça. D'une certaine façon, il y a un autre personnage on est obligé d'en parler, qui est un sorte de petit fil rouge dans le fil rouge des rencontres, qui est Brian. Alors, c'est qui Brian ? Moi, je sais qui c'est, mais je pense que c'est intéressant d'avoir votre avis. Qui est ce fameux Brian, qui revient de temps en temps ? Brian, c'est l'initiateur de ce conte originel. C'est ce qu'on appelle concrètement un disrupteur. C'est un Mark Zuckerberg, c'est un Steve Jobs. Pour moi, c'est ça. J'ai raconté son univers qui, selon moi, flirte entre grande empathie et déshumanisation totale. Alors, il a un nom de famille, c'est Brian. Chesky, je sais pas comment on prononce. Pourtant, j'étais dans une de ses conférences, mais il s'est pas nommé, tout le monde le connaissait, donc c'était pas nécessaire. Et Brian m'a d'abord intéressé par son histoire, enfin par ce qu'il raconte. Il paraît qu'aux États-Unis, quand on lance une boîte, il faut toujours une petite histoire pour le public. En France, on fait pas tellement ça. Ça commence un petit peu, mais on le fait pas encore. Et son histoire de matelas gonflable improvisé dans les rues de San Francisco, j'ai trouvé une fois de plus que c'était un bon début pour
pour le mettre en scène. Et évidemment, c'est un type qui a d'abord fait des très bonnes études, qui a fait des grandes études et qui était dévoué, je pense, à un grand avenir dans le tourisme ou ailleurs. Il a juste trouvé son filon. Mais on s'en fout. Moi, j'aime l'imaginer en train de gonfler 2 matelas à air pour 2 bonnes femmes perdues à San Francisco. Moi, c'est ça qui m'intéressait. En même temps, on s'en fout pas trop parce que vous le faites revenir et pas à n'importe quel moment à chaque fois dans le bouquin. C'est-à-dire que quand on sent que vous êtes dans une situation, entre guillemets, vous me corrigerez si je n'emploie pas forcément le mot parce qu'il ne me vient pas, mais qui était une forme de difficulté de la situation, de temps en temps, vous nous faites repenser à Brian et à ces millions qui sont en train de millions de gens qui l'utilisent, à cet argent qui est en train de s'engranger, à la puissance de cette structure. Donc, vous y repensez de temps en temps. Oui. Oui, oui, c'est êtes dans vrai. la lutte des classes, mais quand même. Non, je suis pas dans une lutte des classes. Non, pas du tout. Mais toutes mes altercations avec Airbnb ne pouvaient pas entrer directement avec Brian parce que très vite, il a pris ses distances. Il était encore possible de l'appeler en 2012 quand même, hein, mais on tombait toujours sur un répondeur. Et très vite, on a compris qu'il était inaccessible. Et je me suis amusée il y a une différence entre l'image qu'il donne et l'impossibilité qu'ont les autres de pouvoir le contacter, ne serait-ce que par email. Et je trouvais ça assez parfois frustrant et assez gros aussi. Il se donnait vraiment l'image d'un type qui était offert à ses membres. Et non, quoi, ça s'arrêtait là. Mais j'ai retrouvé ça intéressant qu'il puisse de temps en temps non pas rencontrer des autres, mais essayer de les écouter, par exemple. Mais non, c'est jamais arrivé. Vous voyez, pas de temps en temps, des grands PDG, pour montrer l'exemple, font des photos, bras dessus, bras dessous, avec la petite classe. Bon, maintenant, Brian, il fait pas ça. De temps en temps, il explique quand même qu'il va chez des gens, donc chez des autres. Il mettait ça sur ses comptes Instagram ou Twitter, je sais plus. Et que c'était super, même si c'était modeste, c'était génial, c'était son esprit Airbnb. Mais dans les faits, est-ce qu'il voyage comme ça aujourd'hui ? Je sais pas. Vous savez, on disait que Monsieur Tati s'habillait chez Hermès. Est-ce que Brian, quand il voyageait, choisissait des chambres comme celle de Nafissa ? Ça, je sais pas. C'est possible. Maintenant, ils sont toujours à la cool, ils s'habillent toujours cool. C'est un Américain, c'est ni un Français, ni un Italien, et puis il vient de San Francisco. Alors lui, c'est pas le prototype du surfeur, hein, c'est plutôt le bodybuilding, mais cool aussi, quoi. Alors, on va rentrer un peu dans la narration du livre, et c'est là où ça devient assez joli, parce que vous intégrez votre quotidien. Vous allez un peu en parler parce que vous mettez en parallèle beaucoup de choses. D'ailleurs, la difficulté de trouver un logement, il faut le payer, il y a votre travail. Donc, vous essayez d'écrire des scénarios. Et puis, il y a cette réalité qui, avec des représentations plus larges, c'est un peu alimentaire, la rencontre et tout ce qui va avec. Et vous avez essayé de tenir toutes ces choses-là dans le bouquin. Juste une petite question sur la construction du livre. Il y a un côté narratif presque, je dirais, chronologique. C'est-à-dire que vous avez où vous commencez et que les choses vont petit à petit s'enchaîner. J'imagine qu'il n'y a peut-être pas forcément toutes les personnes que vous avez rencontrées. Comment est venue l'idée d'écrire le livre dans ce sens-là ? Vous voulez faire comme une sorte de journal ? C'était ça un peu l'idée ? Non, vraiment de retracer les débuts d'Airbnb à Paris, mes débuts à moi d'hôtesse dans ce Paris qui change parce qu'il est en confrontation avec la multinationale. Bon, on y reviendra. Et toute l'évolution quoi, de la start-up. Et du coup, ces rapports qui changent aussi avec les autres. Et surtout, le rapport des voyageurs, le comportement des voyageurs qui a changé aussi au fil des années. C'est-à-dire ? De plus en plus, j'ai eu l'impression d'être à la fois une réceptionniste, une femme de ménage, une flic, une confidente. Et pour vous donner un exemple tout bête, les commentaires. Au début, les gens n'écrivaient pas de commentaires. Moi, j'en écrivais pas parce que ça m'intéressait pas de noter les gens. Enfin, c'est pas un ramen sur TripAdvisor, vous voyez. Donc, ça me gonflait un peu.
Et petit à petit, c'est devenu un espèce de jeu, voire un plaisir pour certaines personnes. Puisqu'on se devait d'être de plus en plus performant et meilleur et propre et beau et blablabla. Ça a été compliqué de... J'ai pas dit que je n'ai pas réussi à le faire, hein. Je dis juste que ça a été compliqué de garder son essence et sa personnalité qu'on avait au tout début d'Airbnb. Parce qu'il fallait devenir une belle chambre, plus qu'une belle personne. Ça a mis un peu de temps, ça a été un peu insidieux, mais en 2-3 années, c'est devenu comme ça. Il y a un autre élément qui m'a assez marqué, et qui m'a fait faire vraiment un parallèle avec ce qui se joue dans l'entreprise. Vous m'arrêtez si je me trompe, si l'analyse pour vous est déplacée. Mais c'est un moment pour moi assez charnière dans la narration que vous racontez de l'évolution de ce qui s'est joué dans toutes vos expériences sur Airbnb. C'est que tout d'un coup, on vous contacte pour augmenter le niveau d'expérience. Oui. Et ça, c'est très intéressant parce que tout d'un coup, il faut évidemment, non seulement il y a ce côté cool de l'origine, mais en plus, si on pouvait rajouter de l'expérience qui sort du tour opérateur standardisé et s'appuyer sur les gens sur place, j'aimerais que vous nous racontiez comment ça s'est fait, et je vous donne mon hypothèse, si vous aurez le temps de réponse. Ça me fait penser à ce discours managérial de l'expérience client, de l'expérience collaborateur. Oui. D'ailleurs, Voilà. c'est étonnant qu'ils aient pas fait l'employé du mois. Alors, j'aimerais que vous en disiez un petit mot. Comment raconter un peu comment tout d'un coup on change du logement, pour faire court, à l'expérience, et qu'est-ce que vous pensez de ma modeste analyse? Je pense c'était en 2013, il me semble, 2014. Airbnb était vraiment à son âge d'or. Et prendre un tournant pour eux, c'était une chose assez aisée. Et pour le faire, il faut utiliser ceux qui travaillent par Airbnb, donc des gens comme moi. Et ça s'est réellement passé comme je le décris, c'est-à-dire après un commentaire de 2 voyageuses japonaises alors, bon, c'est là que j'ai compris que les commentaires étaient filtrés du coup. Que tout pouvait être lu en fait. Je veux dire, comment dire, la boîte de réception, tout ça, ils ont accès à tout. Et c'est en découvrant donc ce message qu'une des femmes lifestyle, pour reprendre son mot, s'est dit qu'il y avait quelque chose à prendre et à créer. Et au lieu de ramener des gens déjà pros, on va essayer de prendre ce qui existe déjà et de les améliorer. Voilà. Et c'est comme ça. C'est ce qui s'est passé. Bon, ça a été un peu un échec pour moi, parce que... Enfin, pas un échec. C'était plutôt un jeu d'ailleurs pour moi. C'était assez amusant. Mais pour eux, c'était très sérieux en fait. Et la preuve aujourd'hui... Vous pouvez donner quelques exemples. Comment eux se représentaient cette fameuse expérience touriste? C'était une manière d'être mieux vu par la communauté, d'avoir plus d'argent. Parce que c'était ça, les arguments de Yolanda. C'était financier, professionnel. Et pour eux, surtout, prendre ce tournant, quelque chose qui serait aussi révolutionnaire que les locations. Mais matériellement, ça se concrétise comment? C'est-à-dire que donc vous accompagnez les gens, on leur demande... Voilà, c'est-à-dire que je deviens une espèce de guide-gourou. J'ai des groupes entre 5 et 10 personnes. Chacun paye, assez cher d'ailleurs. Et Airbnb prend une grosse commission, beaucoup plus que les commissions des nuitées, qui au final n'est pas très très grosse. Et je me constitue un réseau, une fois de plus, 2 commentaires, 2 photos et 2 réservations. On reste dans la même catégorie, commentaires, réservations, salaire. Sauf que ce n'est pas pour dormir, c'est pour distraire, pour divertir les gens, mais de manière... original si possible. Enfin, ce mot est revenu plusieurs fois de la bouche de Yolanda. Au final, presque toutes les expériences sont les mêmes. C'est des cours de cuisine, des balades à vélo dans le Saint-Michel, romantique, blablabla. Oui, la plupart des expériences aujourd'hui Airbnb, c'est ça. Oui, c'est ça. Moi, je voulais insister sur ce point-là parce que vous montrez les ramifications de la situation.
on a vite compris, quand Uber commençait à faire du transport automobile individuel, allait concurrencer frontalement les taxis. Mais on ne voyait pas, avec Airbnb, il y a vraiment des différents écrans de fumée. Par exemple, le guide touristique, c'est comme vous l'avez dit pour la chambre, c'est vieux comme le monde. Et tout d'un coup, on arrive à toujours contourner l'obstacle, court-circuiter des métiers qui existaient en tant que tels. Et c'est ça qui est assez qui est fascinant. Ils n'inventent rien, ils structurent tout simplement. Et ils permettent aussi à des gens pour qui c'était peut-être compliqué, je sais pas, par exemple d'ouvrir un restaurant, tout le monde ne peut pas le faire. Et ben tu vas ouvrir un restaurant chez toi grâce à moi Airbnb. Voilà, c'était ça. J'ai une autre question sur ce point-là, c'est qu'on voit aussi et c'est des très belles pages au final, parce qu'elles peuvent paraître administratives, romancées. Mais quand un coup vous allez... Bon, je ne vais pas tout raconter, parce qu'il y a quand même, il vous arrive beaucoup de choses, donc on va laisser au lecteur la joie de le découvrir. Mais il y a un autre paramètre quand on est confronté à un souci, et là toutes ces entreprises si cool qu'elles renvoient, en tout cas, tout ça a l'air simple, et là tout d'un coup on rentre dans les ramifications, on en regrette presque la standardiste de la sécurité sociale. Je fais partie de cette génération, mais j'aimerais que vous en disiez 2 mots, parce que là on voit bien que quand il y a un grain de sable, là c'est la World Company. Après, voilà, c'est pour le dire grossièrement, c'est toi et ta chance. Mais vous faites Là, il faut un peu développer. C'est une phrase forte. Oui, mais oui, ça dépend déjà sur qui on va tomber au téléphone. Et je veux pas choquer, mais au tout début, en 2012, non pas les standardistes, ce sont simplement des employés Airbnb, donc des téléconseillers, parlaient un français très correct, puisqu'ils étaient français. Après quelques mois, le français, c'était un français de base, et c'était surtout des espèces de traducteurs mécaniques. Donc parfois c'était compliqué de se faire comprendre. Et en fait, souvent, on pouvait pas se faire comprendre parce que les téléconseillers n'étaient plus là. Il faut bien comprendre qu'on est passé de 100 hôtes à 60 000 hôtes en 3 ans, quoi. Et du coup, pour moi, la meilleure solution, c'était quand même de les appeler encore et encore, puisque les emails ne servaient à rien, les messages dans les forums ne servaient à rien. Il fallait qu'il se passe quelque chose de très très grave pour qu'Airbnb puisse vraiment vraiment réagir. Et j'imagine que vous faites appel à l'accident, non ? Oui, mais pas que ça. Oui, ça c'est le truc qui a été fort, mais il y a aussi quand vous avez été cambriolé. À chaque fois qu'il y a un événement qui tout d'un coup brouille la linéarité du système. Oui, mais c'est bien indiqué dans le contrat. Ils sont responsables de rien, c'est écrit. Donc on a beau le savoir, quand on a un pépin, on aimerait quand même qu'il soit là pour nous. Même si c'est écrit noir sur blanc, qu'on utilise Airbnb en fait à nos risques. Mais c'est contradictoire parce qu'ils sont aussi capables d'écrire sur leur site très capiteux, vous faites partie de notre famille. Donc nous, on veut retenir ces slogans plus que le contrat. Bon, en tout cas, moi, c'est comme ça que mon cerveau fonctionne. Il fonctionne plus du côté affectif que du côté juridique. Et est-ce que j'ai déjà utilisé l'affect avec eux ? Ouais, c'est possible. Je pense même qu'ils savent bien le préparer en amont. Ils sont beaucoup plus malins que ça, oui, bien sûr. Oui. Alors j'aimerais qu'on rentre aussi dans un autre ski. Alors tout ça est mis en parallèle et c'est très tenu. C'est pour ça que c'est très très fluide dans la lecture. C'est parfois très drôle, parfois émouvant, assez désabusé d'ailleurs, vis-à-vis de vous-même en tout cas. Ce qui est assez passionnant dans le bouquin, et c'est vraiment ça qui nous accroche, c'est que évidemment votre vie continue. C'est-à-dire qu'effectivement, là, on parle d'Airbnb parce que c'est l'épicentre de toute la narration. Mais votre vie continue, votre travail, vos amis, vos parents, votre maman, choses comme ça. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit au début, et ça évolue un peu sur la fin, mais quand même, les gens qui sont proches de vous disent « Mais comment tu arrives à faire ça ?» Il n'y a pas que les gens proches de moi, Xavier. Tous les gens m'ont fait cette remarque, mais comment tu fais ? Moi, je pourrais pas. Et les gens ne peuvent pas s'empêcher de se transposer. C'est insupportable. Est-ce que moi, je leur dis, mais moi, je pourrais pas vivre comme toi. Je pourrais pas vivre avec les mêmes enfants du lundi au dimanche, avec le même bonhomme du lundi au dimanche, avec le même boulot de janvier à décembre, mais je me garde de te le dire. Alors pourquoi est-ce que tu me fais cette remarque ?
Moi, je me répète, ça faisait partie de mon monde mental, recevoir des étrangers pour une nuit ou pour 3 nuits. Il y a pas, enfin, il y a des métiers plus compliqués, plus difficiles. Après, ce sont des gens qui n'ont pas vu ce que moi j'ai vu aussi. Je dis pas que mes expériences dans l'humanitaire m'ont rendu au-dessus des gens, loin de là. Mais je suis toujours dans la complainte. Mais je sais ensuite me rappeler ce qui est faisable et ce qui est très compliqué. On a l'impression que c'était assez une forme de nécessité de pointer ça. Parce que ça revient, alors, soit de façon frontale, ou même quand vous parlez à votre ami, tout d'un coup il ne comprend pas, qu'il est à votre proche. Enfin, une sorte de partie de ping-pong avec les gens avec qui vous discutez de ça, et que pour vous, c'est quand même un truc important de voir un peu ce jugement de valeur. C'est le fait que j'étais une jeune femme. Hein. C'était comme il y a 10 ans, j'avais à peine 27 ans, et j'ouvrais ma porte donc à n'importe qui. Beaucoup d'hommes seuls, mais j'en profitais pour le dire, 99% des hommes seuls que j'ai reçus étaient absolument charmants, courtois, et que c'est pas dangereux. Mais oui, c'est ça. C'est peut-être par rapport à mon sexe, je sais pas. C'est vrai que l'appartement était petit aussi. Du coup, il y avait une promiscuité, quoi, même. Hein. Pas qu'une proximité. Il y avait parfois des choses étaient très proches. Et ça pouvait gêner les gens autour de moi. Quand mes amis venaient, par exemple, ils me demandaient, mais Nafissa, tu les entends souvent quand ils sont aux toilettes? Parce que les toilettes étaient l'élément central de l'appartement. Donc oui, à de nombreuses reprises, j'ai entendu le coulage de bronze de mes invités. Et d'ailleurs, selon les nationalités, c'était différent. Je me souviens que les Coréennes, par exemple, elles devaient mettre plein de papier de toilette pour pas que j'entende. Ou alors elles mettaient la musique. Et alors d'autres, souvent les hommes, se lâchaient mais complètement et n'avaient aucun problème d'être entendus par leur hôtesse, quoi. Et toutes ces petites choses qui pouvaient paraître sales par mon entourage, on finissait non pas par me le reprocher, mais par me le rappeler, tout simplement. Est-ce que c'est vraiment une vie? T'as bientôt 30 ans. Est-ce que vraiment c'est ce que tu voudrais? Bah oui. Alors là, je n'avais pas prévu cette question, mais vu ce que vous me dites, ça me un autre point qui m'a vraiment marqué, c'est qu'on a l'impression, et vous m'arrêtez si je me trompe, que au fil du temps que l'organisation, parce que vous vous organisez de mieux en mieux, enfin on voit bien, vous racontez les différentes expériences, après on est toujours surpris par les gens, mais au moins vous entre guillemets professionnalisez, mais j'ai l'impression que vous rentrez aussi dans une forme d'addiction. Mais complètement, mais c'est super addictif de recevoir des gens de toute la planète. Il me semble que je l'ai écrit comme ça, c'est autant de possibilités que d'êtres humains sur Terre. Et plus grossièrement, c'est un cadeau qu'on déballe. C'est pas toujours des beaux cadeaux, mais c'est quelque chose qu'on déballe. Ouvrir sa porte, c'est un jeu. Et oui, ce sont des jeux qui peuvent être dangereux, enfin plus pénibles que dangereux quand même. Hein. C'est-à-dire plus pénible que dangereux. Recevoir des porcs, c'est pénible. Oui. La réponse était dans la question, effectivement. et voilà, bon, j'ai un peu perdu le fil de la question. Non, c'était vraiment de comment on passe d'un complément de revenu pour faire court à une forme d'addiction. Après, avec toutes les étapes que ça peut prendre. Mais on sent vraiment à un moment donné, là, il y a... Déjà, il y avait une demande très très forte. Hein. Paris est une ville qu'on visite de janvier à décembre. Et la demande était forte. Et puisqu'Airbnb a permis En fait, j'ai eu parfois l'impression d'avoir acquis assez d'expérience pour écrire une étude sur la mondialisation du tourisme qui s'ouvrait aux classes moyennes. Bon, évidemment, j'ai pas fait ça parce que les seules études qui m'intéressent, c'est vraiment les études... sur l'être humain. Mais j'avais l'impression parfois vraiment d'être une experte en géopolitique. Et il venait de plus en plus, les profils commençaient à changer aussi. Et j'avais pris aussi de l'assurance. Je devenais aussi parfois un peu plus dur. Pas plus dur, mais moins souple, on va dire. C'est pour ça que j'ai dû faire des règles aussi.
Et parfois, ça se passait vraiment très bien. Il y a des gens qui respectaient les règles, qui étaient heureux en repartant, qui me remerciaient. Et c'était aussi très souvent le cas. Mais ces histoires, Xavier, je n'ai pas jugé utile de les insérer. Quand même, une grande majorité, c'était très cool, très agréable. J'ai préféré parler des histoires qui m'ont mise en confrontation avec moi-même, avec eux aussi, avec l'administration Airbnb, avec ces personnes qui peuvent vous remuer, même quand ils sont déjà partis. Non, mais ça, on l'entend parfaitement. Et puis, je dirais même, c'est ce qui fait évidemment la saveur du livre. Il y a un autre élément dans cette situation-là, une sorte de corollaire. Je ne sais pas si le mot addiction était fort ou pas, mais c'est effectivement, on voit que ça commence à faire... Ce qui est intéressant, c'est le rapport avec votre amie, c'est Céline, si j'ai bien lu. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà des mauvaises surprises qui lui sont arrivées, on voit son comportement, ça fait un peu miroir, j'ai l'impression que ça donne. C'est-à-dire que d'abord, il y a un lien d'amitié fort, avec toute la complexité que ça peut avoir, et il y a des pages très très jolies là-dessus, parce que vous arrivez en peu de lignes à nous faire comprendre que les amis, c'est compliqué, en tout cas. Mais c'est important, enfin, avec tout ce que ça comporte, et on pourra en faire des kilomètres et des kilomètres, enfin, toute la des millions de romans ont été écrits là-dessus. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous vous en servez dans la narration un peu comme miroir. Et cette Céline, petit à petit, dans l'incompréhension, mais dans le soutien que vous avez eu, on va glisser jusqu'à ce qu'à un moment donné, et c'est une scène vraiment très drôle, elle a une annonce à vous faire, et là, vous vous attendez à un truc catastrophique, et le lecteur, on s'attend, il dit, qu'est-ce qui va lui arriver, sachant que tout ce qui vous est arrivé à vous avant. Et là, elle vous dit, ça y est, j'ai passé le pas, c'est Airbnb. Et là, on voit bien que ça m'a donné deux grilles de lecture. D'abord, c'était assez cohérent au final avec tout ce que vous nous racontez. Et moi, en tant que lecteur et citoyen, quand on vit ces énormes entreprises qui sont monstrueuses, on dit ça y est, voilà, une de plus qui a été enveloppée par le système. Est-ce comme ça que vous vouliez le montrer ? Oui et non. Ça, on le comprend avec le recul. On comprend que les tentacules d'Airbnb ont pris tout le monde, en fait. Même l'autre amie, Linda, qui l'a fait aussi, qui ne voulait pas le faire, mais qui s'est retrouvée par devoir le faire. Céline, c'est pareil, elle est intermittente du spectacle. Elle décide à l'époque de vivre seule, comme moi. Et elle ne voulait pas, elle hésitait, mais elle voulait pas, parce qu'elle est plutôt méfiante et que c'était un peu plus compliqué pour elle, parce qu'il fallait qu'elle laisse tout son appartement. Alors que bon, moi, je restais chez moi. Mais oui, ça a été un cap dans sa vie. Airbnb, souvent, entre dans la vie des gens comme un cap. Et en ça, ils sont très forts. Bon, ça s'est très mal passé pour elle. Ça, on va pas raconter. Ouais. Non, il y a comme des choses. Il se passe plein de choses dans votre bouquin. Mais oui, non, voilà. Enfin, c'est vraiment cette impression. En fait, d'un côté comme de l'autre, Airbnb est dans notre vie, surtout quand on vit dans une grande ville. Et que les loyers sont compliqués. Comme je vous l'ai dit au début, Paris est en train de devenir une ville pour riches, et des gens comme moi ou Céline, qui sommes nés ici, c'est comme notre ville natale, on est obligé de se débrouiller de manière parfois très... presque à contre-cœur parfois, en tout cas pour elle, pour garder notre appartement. Parce que c'est compliqué d'en avoir un, et quand on l'a, on essaye de ne pas le lâcher. Et ça peut paraître un peu sadomaso, mais moi je sais que si je quitte Paris, je quitte la France. Et j'ai bien conscience que ce que je dis peut être une énormité, mais c'est vrai, c'est ma ville et je l'aime quand même plus que tout. Et puis il n'y a que comme ça que je peux l'aimer, avec toutes ces difficultés. Il y a quelque temps, donc il y a 3 ans à peu près, on a reçu Yann Brossa, qui est toujours élu au logement à la ville, je crois. En tout cas, il fait partie de l'équipe d'Anne Hidalgo et était parti, je pense de façon sincère, à la bataille de Airbnb. Donc je ne rentre pas dans le détail politique en tant que tel. Ce qui m'intéresse, c'est ce que vous avez dit tout au début en préambule sur la représentation que vous avez de la ville et comment elle se bouge. Et lui, il est élu du 18e. Il raconte en disant que dans le 18e, il n'y a pas une offre d'hôtellerie énorme. Et il a vu la transformation d'immeubles entiers pris par des propriétaires, voire même des grosses sociétés économiques via des tas de choses, qui fait que tout d'un coup, on transforme cette question-là.
Alors au-delà de l'aspect économique, lui, il raconte de façon évidente, et moi qui suis un vieux parigot, on peut aussi l'observer, que tout d'un coup, ça dénature vraiment la réalité du territoire. Alors je voudrais m'appuyer sur ça pour avoir votre regard, parce qu'effectivement, il est en filigrane dans le livre, à travers un quartier et un personnage et une situation. Donc ce quartier, c'est le quartier Montorgueil. Le personnage, c'est cette fameuse Jocelyne, et la situation, effectivement, c'est que tout d'un coup, elle va devoir quitter son logement, et on se doute pourquoi. En tout cas, vous n'avez pas la réponse, ça reste mystérieux, mais on comprend en tant que tel. Est-ce que pour vous, si restons sur le quartier Montorgueil, il est représentatif d'un basculement, et pas uniquement qu'Airbnb, mais où Airbnb a été pour moi un effet accélérateur, mais de c'est même plus de la gentrification, de bourgeoisement, financiarisation de la ville. Est-ce que vous, en écrivant ce livre, et par rapport à ce que vous nous avez dit en préambule, c'est quelque chose que vous ressentez vraiment fortement? Non, pas fortement. Parce que Yann Brossa et tous les anti-Airbnb, si je peux les appeler comme ça, ne voulait peut-être pas voir qu'il y avait aussi une grande partie des autres Airbnb comme moi. C'est trop facile de dire qu'Airbnb, c'est que des immeubles loués pour des multipropriétaires. C'est pas vrai. Il suffit de regarder encore aujourd'hui sur les annonces Airbnb. Il y a aussi beaucoup de gens qui payent leurs factures grâce à ça et qui se font pas beaucoup d'argent au final par mois. Mais c'est facile de trouver pour trouver un ennemi facilement ou un bouc émissaire, il fallait pointer sur ces propriétaires qui ont bien compris que louer au mois, c'était beaucoup moins rentable que de louer à la semaine ou à la nuitée, tout simplement. C'est vrai qu'à Montorgueil ou ailleurs, on peut voir des nuitées dans des studios à 140 ou 150 euros. Et ça ne les emplissait pas. Moi, ça me choque pas énormément qu'un propriétaire veuille gagner de l'argent avec son bien. Pourquoi est-ce que la mairie voudrait gérer ça? Après, la vie de quartier des habitants, ça c'est très important. Et oui, le défilé des valises à roulettes, comme je le nomme, je comprends entièrement que ça puisse gêner ces familles quoi, qui veulent préserver leur quartier. Je trouve ça beau qu'on veuille préserver un quartier. Je me souviens aussi d'avoir parlé à des commerçants, dans Montorgueil d'ailleurs, qui disaient, et ça c'est important parce que dans d'autres quartiers c'est complètement différent, qui disaient que depuis Airbnb, ils faisaient moins de recettes parce que les voyageurs n'achetaient pas chez eux. Qui préféraient acheter des salades Sodebo à Franprix, par exemple. Oui, je pourrais même des cas de libraires qui ont vu, parce qu'il n'y a plus de famille, simplement. Je confirme ce type de témoignage, on en a plein. C'est-à-dire que quand vous avez des quartiers qui se transforment uniquement en touristes, là je n'aurais pas dû intervenir, mais enfin bon, je viens de le faire. Et vous n'avez plus les familles qui vont à l'école, choses comme ça. Par exemple, maintenant dans le secteur 1, 2, 3, 4 arrondissements qui s'appelle maintenant Paris Centre, ils ont réorganisé ça, on ferme des écoles, on ferme des classes, parce qu'il n'y a plus de famille, il n'y a plus d'enfants. Par exemple. Et ça, c'est un impact sur les quartiers. Avant l'arrivée d'Airbnb, même les cadres supérieurs qui commençaient à avoir 2-3 enfants, c'est pour ça que je disais, allaient en banlieue proche, puisqu'ils ne pouvaient plus payer des loyers à 2500 € par mois. Évidemment, vous avez raison. Et c'est pour ça, dans ma question, je disais que pour vous, est-ce qu'il y a eu un effet accélérateur par ce biais, un peu comme le Covid a accéléré un certain nombre de choses? Justement, c'est intéressant parce que dans mon quartier, c'était l'inverse. Mes commerçants m'ont remercié parce que grâce à leur commerce marchait un petit peu plus. C'est-à-dire que ce soit les boulangers, que ce soit le fromager ou les rares traiteurs, parce que j'habitais dans un quartier populaire, mais pas populaire comme ici, hein, populaire plutôt assez pauvre, modeste, bon, je pense que c'est la même chose. Et j'incitais mes voyageurs très régulièrement à aller dans ces commerces-là, plus que dans le premier ou dans le deuxième. Quand ils devaient manger, par exemple, je leur disais, ça sert à rien d'aller manger à Montmartre ou vers la Tour Eiffel, aller manger plutôt dans ma rue ou juste derrière. Et je l'écrivais d'ailleurs ensuite, donc je ne me contentais pas uniquement de les inciter à faire. J'avais fait un espèce de petit, comment on appelle ça, pas un petit guide, mais un peu comme mon livre d'or, ma boulangerie favorite, mon boucher préféré, mon poissonnier préféré, et je les incitais à aller là. Et c'est ce qu'ils faisaient très régulièrement. Puis d'ailleurs, des fois, je les accompagnais parce que je partageais du temps avec eux. Donc dans mon quartier, ça a eu plutôt un effet inverse. Airbnb aussi a permis au quartier
dont tout le monde se fichait d'avoir une autre, d'avoir une autre dynamique un peu plus intéressante aussi. Je voyais bien dans mon quartier, enfin les habitants de mon quartier regardaient avec un œil perplexe ces gens arriver avec des valises, parfois très bien habillés, faire la queue dans leur boulangerie de quartier, tester les cornes de gazelle ou quoi, vous voyez. Donc, dans certains quartiers, ça n'a pas été négatif. Est-ce que pour vous, dernière question sur ce point-là, la transformation que vit Paris, comme d'autres métropoles d'ailleurs, c'est au centre de Londres, de Milan, Barcelone, malheureusement ça fait tache d'huile, c'est quelque chose qui vous pèse, ça, on est nombreux à ce que ça nous pèse, mais est-ce que c'est quelque chose dont vous vous projetez? Vous dites, voilà, on voit bien qu'il y a un effet boule de neige et qu'on se demande qui va pouvoir contrôler cette situation-là. Est-ce que vous vous dites, bon voilà, est-ce qu'à un moment donné, malgré tout l'amour que vous avez pour cette ville, avec l'expérience qui a été la vôtre en plus, et après j'aurais une autre question sur le rapport au travail, sur cette question, l'expérience qui a été la vôtre, vous dites, est-ce que je vais tenir combien de temps on peut tenir dans cette ville? Par exemple, moi, je fais partie de ces catégories un peu difficiles. Moi, je suis enfant de gens très très modestes et effectivement, ça commence à devenir, ça devient de plus en plus compliqué. Donc, est-ce que vous faites partie de ces gens qui se disent, bon, ok, est-ce que je vais tenir encore 10 ans, 15 ans, 20 ans? Vous êtes plus jeune, mais... Dans Paris? Ouais. Je ne sais pas si je ferai de vieux os ici, mais je pense que j'ai Paris dans le sang. Tant pis si c'est compliqué, mais la vie est compliquée. J'ai appris avec tous ces gens venus chez moi que la vie est pas simple pour personne en fait. Et que c'est pas toujours une bataille au quotidien, mais j'adorais mon appartement, j'ai fini par adorer mon quartier. Et pour le préserver, j'étais prête à continuer à me battre un peu. Je sais que pour certaines personnes qui vivent ailleurs, qui vivent loin des grandes villes, elles devraient voir ça comme un acharnement, mais pas pour moi. C'est comme tomber sur une femme qu'on aime, et comme votre italienne. Ah bah non, les gens vont pas comprendre puisque ça a été dit hors micro, pardon. Mais quand on aime quelque chose qu'on trouve beau et qui nous excite, on est prêt à se battre pour le garder, et tant pis pour les difficultés. Alors, on arrive à la fin, et j'ai une autre question qui m'a taraudé en lisant votre livre, c'est le rapport au travail. Et il est à tiroir dans votre bouquin. Il est à tiroir parce que d'abord, vous avez eu différentes expériences professionnelles, et dans la narration du livre, vous entrez par... la création de scénarios, de choses pour la télévision, enfin, vous en direz un petit mot. Mais ce qui m'a paru intéressant et pour moi représentatif d'une époque où le rapport au travail est en train de basculer, le fait que vous ayez intégré Airbnb avec toute la précarité, mais dans le sens littéral du terme, c'est-à-dire il n'y a aucune sécurité. J'ai l'impression que Airbnb et le reste des différents emplois qu'on peut avoir, et qui concerne énormément de gens, que c'est tout d'un coup une sorte de presque de métaphore parfaite sur on est revenu dans une forme d'insécurité du travail. Et Airbnb a l'air de concentrer beaucoup de choses, parce qu'il y a une insécurité sur les gens que vous allez recevoir. Bon, les revenus, effectivement, sont gérés par la plateforme. Dès qu'il y a un souci, ça devient compliqué. Tout ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Et quand vous voulez l'arrêter, vous ne pouvez pas non plus. Donc il y a tout d'un coup une nouvelle... On a l'impression que la sécurité qu'a eu nos parents, enfin la génération des Clans Glorieuses, d'un travail standardisé, là tout d'un coup, tout a explosé en plein vol et il va falloir apprendre à bricoler. Est-ce que j'analyse ce que vous nous racontez un peu de façon... Vous analysez plutôt ma vie à moi en fait. Enfin, mais c'est pour ça que oui, non, mais c'est votre vie à vous. Mais tous les profils. Je la trouve représentative de la diversité des profils, mais qui sont confrontés à cette précarité généralisée. Oui, c'est ça, mais quand vous décidez d'être auteur, alors je sais qu'on dit autrice, mais vraiment, j'ai vraiment du mal. Pourtant, c'est logique, actrice, réalisatrice. On dit des fois auteureux, on force sur le des fois. C'est choisir ce métier, enfin reprendre l'écriture, parce que j'avais jamais vraiment arrêté, sauf que là, j'ai décidé de le faire de manière plus officielle.
Euh, C'était... forcément, j'en parle dans le livre et c'est important parce que c'est parce que je suis auteur que je fais Airbnb. Peut-être que si j'avais été libraire, bouchère, enfin un métier qui consiste à avoir un salaire à la fin du mois systématiquement, peut-être que je n'aurais pas fait Airbnb. Puis en travaillant de 9h à 18h, c'est compliqué aussi de recevoir des gens. Quand on travaille chez soi, c'est plus simple. Et c'est parce que j'ai été scénariste que je pouvais faire Airbnb, que je devais faire Airbnb. Et la précarité de mon métier, je le savais, tous les scénaristes avec qui j'ai travaillé avaient un second métier. Ou un mari riche. et je trouvais parfois que les deux s'équilibraient très bien. Parce que ces gens m'ont souvent donné une matière vraiment brute dans les mains. Et ça m'a parfois donné quelques idées dans mes scénarios. Et d'ailleurs, ils l'ont jamais su, hein, mais ils ont parfois été un déclic dans l'évolution de mes personnages. Et parfois, c'était l'inverse. Parfois, c'était un pavé dans la mare, quoi. À cause d'eux, je perdais tous mes moyens. Est-ce que ça donne pas aussi une forme d'illusion et il n'y a pas que Airbnb, on le voit sur les différents emplois ou travail confrontés à des plateformes, cette idée qu'on peut être son propre entrepreneur. Mais c'est ce que nous fait croire Airbnb, ou Uber, ou Deliveroo, tout ça. Gagner de l'argent en restant chez vous. Moi, je me suis jamais vue comme une entrepreneuse, hein, jamais. Moi, vraiment, ce qui comptait, c'était le plaisir d'ouvrir ma porte et de faire partager mon quartier, de leur montrer des endroits qu'on ne voit pas toujours dans Paris, quoi. Et c'était ça vraiment le plus important pour moi. Ça reste simple. Enfin, ça peut paraître simple, mais le renouveler avec des gens différents, c'est ça qui est beau. Quand vous aimez un homme, vous voulez l'emmener en week-end à, je sais pas, à Florence ou à Budapest. Vous pouvez y retourner 5 ans après avec un autre homme que vous aimez tout autant, ça sera différent. Et avec ces voyageurs, c'était ça. C'est pour ça que je dis que c'est un peu comme une histoire d'amour, quoi. C'est une page tournée pour vous, cet Airbnb, ou ça continue ? Non, j'ai arrêté en 2015 ou en 2016. Donc j'ai donné presque... Enfin, j'ai donné, non, j'ai pas donné. J'ai investi 4 ans de ma vie là-dedans et parfois j'y repense avec beaucoup de nostalgie. Mais si je dois reprendre un jour, je le referai. Est-ce que, et ça sera ma dernière question, est-ce que pour vous, à travers votre expérience qui est riche et vraiment, mais je le redirai encore à la fin, genre vraiment j'encourage le lecteur à se plonger dans votre livre. Il y a beaucoup de choses, hein. Moi j'ai un regard un peu biaisé dû à mes causeries urbaines ultra-universitaires, donc ça m'a fait beaucoup de bien de lire un peu de littérature qui regarde d'une autre façon les choses de la ville. Mais ma question était que, est-ce que pour vous, mais vraiment c'est un sentiment, ce qui m'intéresse d'avoir votre retour, parce que l'expérience est importante, on ne pourra plus faire sans ces choses-là. Maintenant, ça y est, c'est à part peut-être effondrement écologique, mais dans les 20 ans, 30 ans qui viennent, maintenant, il va falloir se l'avaler, et on doit vivre avec ces choses-là. Et moi, bon, seulement, ça ne va faire que grimper, mais c'est vraiment le vôtre qui m'intéresse. Pour vous, c'est en tant que jeune urbaine, parisienne, ça fait partie de la vie ? Question ? Ça fait partie de la vie, mais on peut décider aussi de s'en éloigner. Vous êtes sûr ? Oui, il y a d'autres moyens de combler les découvertes à la fin de mois, quoi. Oui, non, je pense qu'il faut pas penser qu'on est matraqué par des startups comme ça, ou par de la publicité, ou par les médias. C'est à nous d'écouter et puis de filtrer. Et du coup, de faire sa trajectoire
en sautant de temps en temps par-dessus toutes ces plateformes. Qu'on ait besoin de passer par elles de temps en temps, d'accord, oui, je pense que c'est le cas. Mais vivre avec, non, ça j'y crois pas. C'est une belle conclusion, ça. C'est pas mal, pas mal. Merci beaucoup. Alors, je rappelle le titre du livre, qui est vraiment plus que parlant. Je trouve le titre. On ne peut pas trouver mieux. Ça fera plaisir à mon éditrice qui l'a trouvé. Donc, faites comme chez vous, entre parenthèses, chronique Airbnb, chronique au pluriel. Donc, merci Nafissa Thiago, c'est au Nouvel Attila. Et vivement le prochain livre. Merci. Je vous en prie. Merci à vous. Les causeries urbaines dans le poste.